Hello Marie, hello everyone. Je suis vraiment content d'être là. J'ai vraiment apprécié toutes les discussions. C'est vraiment très intéressant. Je partage beaucoup des réflexions qui ont été partagées jusqu'ici. Donc, j'essaie de vous faire une présentation rapide de ce qui se passe à Tirana sur ces questions. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Alors, quand on parle de la résilience urbaine, mais peut-être avant de passer dans cette présentation, peut-être juste vous montrer où nous sommes en Albanie, tout au centre de la Méditerranée. C'est vraiment un lieu formidable pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, parce que nous pouvons partager cette mer merveilleuse avec vous tous qui êtes ici. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir des conférences en ligne ou travailler ensemble comme ça. En Albanie, nous avons également une histoire intéressante, certains endroits très intéressants. Nous avons toujours été à la limite, à la frontière des empires, de l'Empire ottoman, à la frontière du bloc soviétique. Et maintenant, au bord de l'Union européenne, on essaie de rentrer alors que d'autres pays essaient d'en sortir. Et le fait d'être sur la frontière, cette position un peu liminaire nous permet d'expérimenter, nous permet de faire beaucoup de choses qui seraient peut-être difficiles au centre de l'Empire. Tirana était une toute petite ville il y a 30 ans, une population de 200 000 personnes, et aujourd'hui, on a une population d'1 million de personnes. La région géographique a permis la construction tout autour. C'est seulement les montagnes autour qui ont empêché le développement. Vous pouvez voir ici comment a évolué la population partout en Albanie. La population dans ces zones grises du pays ont déménagé vers ces zones rouges et roses qui sont les zones urbaines. Et même il y a 30 ans, on devait apprendre beaucoup par rapport à la résilience, comment gérer ce type de croissance. Quand on réfléchit à l'architecture, à l'urbanisme, on a cette notion du haut vers le bas, les architectes qui conçoivent tout, qui mettent tout en place. Et enfin, heureusement, c'est en train de changer. Mais si vous auriez regardé il y a 50, 60 ans, on suivait vraiment cet esprit-là moderniste. On construisait de grands immeubles dans cette ville ottomane. Et puis, on a eu la croissance des années 90 et ces lignes droites ne fonctionnaient plus. L'administration ne pouvait pas gérer la croissance qui avait lieu partout autour de la ville. Et on a appris beaucoup de leçons qu'on a essayé de mettre en application dans notre manière de gérer notre ville. Comme d'autres intervenants ont déjà dit, nous devons avoir une certaine humilité par rapport à ce que nous pouvons faire. Il est plus important de parler plutôt de projet que de vision. Les visions, c'est intéressant pour les architectes. Ils peuvent débattre, mais elles ne sont pas très utiles pour la mise en œuvre. Ce désir de vouloir tout contrôler n'est pas nouveau. Nous avions essayé de tout contrôler par le
passé. Voici la salle de commande dans un réacteur nucléaire soviétique. Tout est sous contrôle jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Et c'est à ce moment-là que nous réalisons que nous mentions à nous-mêmes. Avant la pandémie, avant le 11 septembre, le monde, avant ces grandes crises qu'on vit en ce moment, c'est comme une réalité fausse qu'on aime raconter. Mais en fait, le monde est plutôt différent. Il y a cette notion de comment on pourrait concevoir un organisme, comment est-ce qu'on peut gérer la biologie d'un organisme. Et puis voici la vraie vie. Et l'oiseau qui volent ensemble en suivant des règles toutes simples, en suivant cette conception incroyable qu'on ne pourrait pas concevoir nous. Les oiseaux ou bien même les humains, on est juste émerveillés par cette magie. Et je pense que la magie qu'on voit dans les villes, elle est très similaire à ce qu'on voit dans la nature avec ce type d'oiseaux. Nous sommes de tout petits acteurs dans ce grand plan de ce qui se vit dans la ville. J'aimerais passer maintenant à cette image. Certains de notre personnel de la ville qui soutient des personnes pendant la pandémie en distribuant des repas. Et puis une autre activité simple ailleurs dans la ville où il y a des enfants qui font le taekwondo avec masque. Ce sont des interventions vraiment petites, simples, coordonnées par nous, la ville. Mais surtout dans cette réflexion de comment gérer des crises. On avait ces machines qui désinfectaient les personnes en arrivant dans un marché et on a fait la une du Washington Post et du New York Times le même jour et c'est impressionnant pour nous, une petite ville, mais c'est pas ça qui était au centre de notre activité vraiment. C'était plutôt les actions locales avec très peu de coordination du centre. Souvent, on n'était même pas présent. C'était juste des interactions entre notre personnel et les personnes qui avaient besoin d'aide. Et je pense cette image d'un Balkan, dans les Balkans, c'est une image de ce qu'on a pu vivre dans notre région. Chaque appartement a sa propre climatisation, a son propre système satellite. Alors, si quelque chose affecte le système central, les gens ont une certaine autonomie. Ça a des implications au niveau de la durabilité environnementale et on peut en parler tout à l'heure. Mais je pense que c'est intéressant de réfléchir aussi à la résilience comme quelque chose qui n'est pas toujours durable malheureusement. Mais parfois être résilient, ça veut dire ne pas être durable, être moins local, moins centralisé, penser moins économie d'échelle, plutôt manque de ce genre d'économie. Quand la pandémie est arrivée, l'usine du monde, la Chine, s'est arrêtée de produire et nous avons compris qu'il faut une délocalisation de production. Ça va être peut-être moins efficace, mais au moment de crise, ça va être très utile. Voici un oiseau qui a un bec très long pour aller pouvoir se nourrir. Il s'est adapté et notre rôle en tant que planificateur urbain, c'est que nous devons évoluer rapidement. L'évolution n'est pas avec nous, mais nous devons le faire très rapidement. Je veux l'illustrer très rapidement avec ce qui s'est passé juste avant la pandémie à Tirana. Nous avons eu le plus gros séisme depuis 20 ans. Le 26 novembre à 4 heures du matin, quand tout le monde dormait chez eux, nous avons eu
un séisme de 6,2 sur l'échelle Richter. On avait oublié ce que c'était que vivre un séisme. Le dernier séisme en Albanie, ça avait été avant le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. On ne se souvenait plus comment gérer cela. Plus de 50 personnes sont mortes, plusieurs immeubles ont été détruits. On ne savait pas gérer cette situation. Mais le matin, on s'est rassemblés à la mairie et on s'est dit, il va falloir se mettre à l'œuvre. On n'a pas le temps de laisser un développeur nous concevoir un système pour gérer cela. Et donc, tout le personnel, en moins de 8 heures, était en train de passer partout dans la ville pour voir quels étaient les dommages. On avait des questionnaires très simples, gratuitement disponibles en ligne et chaque équipe devait aller sur une feuille Excel partagée, un Google Sheet qui nous donnait un tableau de bord qu'on pouvait créer en moins de 4 heures. Et ça a pu être développé avec des personnes qui n'étaient pas des développeurs, n'étaient pas des techniciens d'informatique. On a su inspecter plus de 3000 bâtiments. On a pu appeler les personnes pour être sur le terrain, vérifier les choses, mais aussi pour nous donner une vue d'ensemble de ce qui se passait partout dans la ville. Le gouvernement central a su créer un système 3 semaines après le séisme. C'était un système super qui fonctionnait beaucoup mieux que le nôtre, mais on n'en avait plus besoin. C'était trop tard. L'outil était utile sur le moment, au moment du désastre. 3 semaines plus tard, on n'en avait pas besoin. Les dernières choses que je souhaite évoquer sont les projets, comment être plus résilient dans nos villes au travers des projets. Comme la plupart des intervenants précédents ont évoqué, on parle du transport, de la mobilité. Comment basculer d'une dépendance sur la voiture? À Tirana, avant 1990, on avait un total de 120 voitures. C'était tout. Seulement les cadres politiques, les élus avaient l'accès à la voiture. Sinon, les autres se déplaçaient au travers avec des vélos, à pied, par les transports publics. C'est une ville plutôt dense, assez petite. Mais quand on a rejoint l'Ouest dans les années 90, on a appris et on est revenu avec un souvenir, avec une Citroën, une Fiat, une Mercedes-Benz qui était usée, très polluante. Et d'un coup, Tirana est passé d'une ville à 120 voitures à 200 000 voitures avec une infrastructure qui n'arrivait pas à gérer cette augmentation avec beaucoup de pollution, avec beaucoup de bruit. Dans notre plan durable, on essaie de diminuer le trafic vers le centre-ville et augmenter la quantité d'espace public. C'est très étrange pour nous parce que ces espaces ne sont pas uniquement utiles, ils doivent être beaux. On veut que le sentier vélo soit plus beau que la rue. On devient moderniste dans notre mentalité. On- on- la beauté est importante pour la plupart des personnes qui ne sont pas des architectes. Une beauté traditionnelle. On ne veut pas que des lignes droites. On a pu tripler le nombre de personnes à vélo avant la pandémie. Et au moment de la pandémie, quand on ne pouvait pas se déplacer à voiture pendant 2, 3 semaines, cela a explosé. Notre infrastructure cycliste est devenue un projet de préparation résilience qui a fonctionné au moment de la crise. On n'y avait même pas pensé. Voici la place centrale il y a 5 ou 6 ans. Et voici notre place principale maintenant. On a su transformer le plus grand rond-point des Balkans vers un espace qui est beaucoup plus flexible. On peut avoir des concerts, on peut avoir des petits espaces où les gens peuvent sortir, s'amuser. Ce n'est pas un lieu de transit, ce n'est pas un rond-point, c'est une destination en soi. Ce n'est pas une infrastructure, ce n'est plus une infrastructure, c'est une infrastructure pour le peuple maintenant. On a voulu construire les écoles, c'était un de nos projets principaux parce que la plupart de nos écoles, de nos écoliers
malheureusement, la plupart doivent aller soit le matin, soit l'après-midi, et cela a un impact négatif sur leur éducation parce que les écoles du centre-ville étaient trop fréquentées. On a essayé de répartir les écoles autant que possible et construire 17 nouvelles écoles qui ont été très flexibles de 8 heures à 4 heures en tant qu'école, mais après cela, ces lieux servaient à différentes fonctions, comme des centres de communauté, par exemple. Ces bâtiments ont été conçus dès le départ pour être non seulement des écoles, mais aussi servir à d'autres fonctions. Donc, la salle de sport est ouverte aux personnes de l'extérieur depuis dehors. Donc, on n'a pas besoin de traverser l'école pour y accéder. Donc, on a pensé à plusieurs éléments pour adapter. On a ajouté 17 écoles, des cathédrales d'apprentissage on aime les appeler. Et en même temps, on a ajouté 17 centres de communauté à la ville après 16 heures. Dernièrement, si on parle des interventions à petite échelle, les terrains de jeu. Voici la vue d'un espace de communauté à Tirana. Il y avait des voitures de partout, avec des projets pas chers, co-conçus avec les communautés. On a su transformer ces aires en véritables aires de jeu. On a construit 77 aires de jeu en continu, donc en 77 mois. Depuis 5 ou 6 ans, chaque mois, on veut établir un nouvel aire de jeu quelque part dans la ville. C'est diversifié avec beaucoup d'options. On ajoute au projet maintenant ce qu'on appelle le réseau du voisinage. Cela se focalise sur les écoles et on essaye de créer un rayon de 300 mètres autour de l'école qui est beaucoup plus perméable, qui est adapté aux enfants, aux parents, pour qu'ils puissent aller à pied à l'école tout seul, comme moi je faisais quand j'avais 7-8 ans, sans avoir cette peur de la ville qui allait faire du mal, sans peur de délit, de voiture, de quelque chose qui pourrait arriver. On déhumanise l'expérience de se déplacer. On ne veut pas que la rue soit un hôpital. On veut que ce soit un espace public que l'on partage ensemble. Tout cela a été co-conçu au travers des réunions avec les écoliers, des étudiants et des citoyens. On a pu intégrer un élément technique. Comment mesurer notre succès? Comme j'ai dit avant, c'est difficile de le gérer de façon descendante. On ne veut pas le faire, mais on veut apprendre de nos interventions. Une fois une intervention terminée dans une communauté, comment mesurer notre réussite? Comment ces différents centres de communauté, ces différents voisinages performent? Ensuite, on passe à une autre échelle, suite au détail des différentes communautés. À l'échelle du pays, comment être résilient dans la planification du pays? J'avais la chance de participer au projet Golden Metabolism, métabolisme en or de l'Albanie. On voulait regarder au territoire national et planifier à l'échelle nationale. C'est une autre sorte de planification. C'est beaucoup plus stratégique dans la portée. Les 3 images que vous voyez, c'est l'eau, l'énergie et le tourisme. Et comment ces 3 éléments se complémentent ou rentrent en conflit les uns avec les autres. Et comment les villes, comment les autorités locales peuvent apprendre de ces stratégies plus larges et les mettre en œuvre à leur propre échelle, plus concrète au niveau des projets. Merci beaucoup.